Il existe des instants dans une vie qui la brisent à jamais. Des secondes si silencieuses, si glaciales, qu'elles étouffent les certitudes les mieux ancrées, les rêves les plus anciens, les amours que l'on croyait indestructibles. Pour David Hallyday, ce moment est arrivé sans prévenir, un matin ordinaire, un de ces matins où l'on croit naïvement que le monde tournait encore comme la veille. Ce jour-là, il n'imaginait pas que sa vie sentimentale allait exploser sous ses yeux, que le sol se déroberait et qu'il découvrirait avec une brutalité insoutenable la vérité la plus douloureuse. Sa femme le trompait avec un autre homme. N'est pas seulement le récit d'une trahison, c'est l'exploration d'une chute intime, d'un effondrement émotionnel que même la célébrité ne peut amortir. Car derrière les lumières de la scène, derrière le nom mythique qu'il porte, David est avant tout un homme vulnérable, amoureux, confiant et profondément blessé. David avait commencé sa journée avec l'un de ces rituels simples qui, paradoxalement, nous ancrent le plus dans la vie. Une tasse de café serré, quelques notes griffonnées sur un carnet pour une nouvelle mélodie, les éclats de lumière qui traversaient les rideaux d'un appartement parisien encore paisible. Sa femme semblait déjà sortie depuis tôt, rien d'anormal jusque-là. Elle lui avait parlé d'un rendez-vous professionnel, d'un déjeuner de travail qui traînait en longueur, de responsabilités incontournables. David, confiant, n'avait pas douté d'un mot. Pourquoi l'aurait-il fait ? Leur relation, en apparence, reposait sur la transparence, la complicité et surtout une loyauté qu'il croyait réciproque. Mais la paix d'un foyer peut parfois masquer les luttes les plus silencieuses. En attrapant machinalement son téléphone pour vérifier quelques messages, il remarqua une notification inhabituelle, une alerte de géolocalisation synchronisée à l'insu de sa femme, un vestige d'une application familiale qu'ils utilisaient autrefois pour coordonner leurs déplacements. Une application qu'ils croyaient désactivée depuis longtemps. L'erreur technique du système ou un oubli bénin, peu importe, cette erreur allait tout révéler. L'emplacement indiqué ne correspondait ni à un bureau, ni à un restaurant professionnel. C'était une adresse privée, située dans un quartier discret de Neuilly-sur-Seine. Une adresse qu'il ne connaissait pas. Un frisson lui remonta l'échine. Il essaya de rationaliser une amie, une cliente, une visite imprévue. Mais les pensées rassurantes ne parvenaient plus à chasser l'ombre qui s'installait dans son esprit. L'instinct, cette petite voix qu'on tente souvent de faire taire, venait de s'éveiller. Et cette fois, elle ne lâcherait plus. Il décida de s'y rendre sans prévenir, sans réfléchir plus longtemps. Pas pour espionner, se disait-il. Pas pour accuser. Seulement pour comprendre, pour vérifier. Les jalousies ne lui ressemblaient pas. Il n'avait jamais été de ceux qui surveillent, qui fouillent, qui suspectent, sans raison. Mais ce jour-là, quelque chose d'indéfinissable poussait son cœur à battre plus vite. Il monta dans sa voiture, traversa Paris, le regard fixe, les mains crispées sur le volant. Les souvenirs de son mariage lui revinrent en écho. La première rencontre, les promesses, les rires, la confiance évidente qu'ils partageaient. Comment une telle harmonie pouvait-elle s'effriter sans qu'ils s'en aperçoivent ? Arrivé dans la rue étroite où l'adresse le conduisait, son souffle se coupa. Il vit sa femme. Elle sortait d'un immeuble, les cheveux légèrement décoiffés, le manteau mal ajusté, ce détail infime mais tellement parlant. À côté d'elle, un homme, grand, élégamment habillé, le regard qui trahissait l'intimité, la complicité, la tendresse même. Ils marchaient côte à côte, trop proches, trop relaxés, trop amoureux. À cet instant précis, David comprit tout, avant même qu'ils ne s'embrassent. Mais ils s'embrassèrent, et ce baiser, long, calme, assumé, lui transperça le cœur avec une précision chirurgicale. David sentit un étau se refermer sur sa poitrine. Le monde sembla ralentir autour de lui, comme si la réalité voulait lui laisser le temps d'assimiler l'insupportable. Il aurait voulu détourner les yeux, mais son regard restait figé sur cette scène qu'il n'aurait jamais dû voir. Un mélange d'humiliation, de chagrin et d'incrédulité le paralysait. Il n'osa pas sortir de la voiture. Il n'osa pas crier, ni courir vers eux, ni faire éclater sa colère. Non, le choc était trop violent. Son cerveau refusait encore d'admettre ce que ses yeux venaient de lui infliger. Tant d'années ensemble, pour en arriver là ? La trahison n'est jamais purement charnelle, elle détruit l'âme, la confiance, la mémoire des moments partagés. Elle transforme tout ce qui était beau en mensonge potentiel. Et pour David, cette transformation venait de commencer. Les premiers questionnements, les premiers doutes, le trajet du retour fut interminable. Une succession de questions tourbillonnèrent dans sa tête, comme des éclairs sans réponse. Depuis combien de temps cela durait-il ? Était-il le dernier à comprendre ? Avait-il négligé des signes évidents ? Son mariage n'avait-il été qu'une façade ? Avait-elle cessé de l'aimer ? Quand ? Pourquoi ? Chaque question devenait un coup de poignard. Il repensa à ses tournées, à ses répétitions, à ses longues heures en studio. Avait-elle profité de ses absences ? L'avait-elle remplacé dans le lit conjugal pendant qu'il écrivait des chansons d'amour inspirées d'elle ? Il se sentit naïf, ridicule même. Et pourtant, il n'était coupable de rien, si ce n'est d'avoir aimé avec sincérité. L'épreuve de la confrontation. La soirée arriva. Sa femme rentra à la maison, jouant parfaitement son rôle habituel, sourire doux, voix chaleureuse, petites attentions quotidiennes. Elle s'approcha pour l'embrasser, mais il tourna la tête.
Elle ne comprit pas tout de suite. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Sa voix trembla. « Je t'ai vu » 2 mots. 2 simples mots qui firent de voler en éclats toute la mise en scène. Elle pâlit instantanément. Ses pupilles se dilatèrent sous l'effet de la peur, puis vinrent les excuses, les hésitations, les lapsus révélateurs. La vérité sortit en morceaux, sous la contrainte de ses questions, sous la pression de son regard blessé. Oui, elle le trompait. Oui, elle l'aimait encore, d'une certaine manière. Oui, elle avait perdu confiance dans leur couple. Oui, elle avait trouvé du réconfort ailleurs. Oui, elle avait tenté de mettre fin à la relation extra-conjugale, mais c'était trop difficile. Chaque aveu retentissait comme un coup de tonnerre. David resta immobile, en silence, comme figé dans un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il refusa de les laisser couler devant elle. La dignité, c'était tout ce qui lui restait. Il quitta la pièce, marcha jusqu'à la terrasse et prit une longue inspiration. Paris brillait devant lui, indifférente à son chagrin. Les voitures continuèrent de circuler, les vies continuèrent de s'entrechoquer, les rires résonnaient dans les rues. Comment le monde pouvait-il continuer ainsi alors que le sien venait de s'effondrer? Il pensa à son père, Johnny, à ce qu'il aurait dit, à son tempérament explosif, à sa fierté, à son instinct de protection envers ses proches. Aurait-il conseillé à son fils de se battre, de pardonner, de tourner la page? Personne ne le saura jamais. Une seule chose était certaine, David n'était plus le même homme qu'au lever du soleil. Lorsque la maison se vida, lorsque les pas de sa femme résonnèrent pour la dernière fois dans le couloir ce soir-là, David sentit une vague de solitude étouffante l'envahir. Le silence était devenu une arme. Chaque pièce semblait hantée par des souvenirs devenus douloureux. Un anniversaire, un rire partagé, une danse improvisée dans la cuisine, une promesse murmurée avant de dormir. Que reste-t-il de l'amour quand il est trahi? Une cendre froide, peut-être. Un fantôme émotionnel qui refuse de disparaître. Les jours qui suivirent furent encore pires. Aucun sommeil véritable, aucun répit, aucune paix. La colère se mêlait au regret, le regret à la nostalgie à un vide qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Les médias continuèrent leur ballet habituel autour de lui, ignorant tout du drame intime qu'il traversait. Les fans envoyèrent des messages chaleureux sans imaginer que l'homme qu'ils admiraient vivait un désespoir silencieux. Et, paradoxalement, c'est dans ce désespoir que naquit une résolution nouvelle. Comprendre, chercher les racines du problème, analyser la lente érosion de leur couple, reprendre le contrôle de sa vie sentimentale qui, jusque-là, lui échappait. On croit souvent que la douleur d'une trahison s'exprime dans le cri, dans la colère, dans les gestes violents. Mais pour David Hallyday, ce fut tout le contraire. Sa blessure s'installa en silence, s'enracina profondément dans son être, jusqu'à devenir une part de lui-même. C'est dans ce mutisme que commença sa lente descente. Un voyage intérieur entre rage contenue, chagrin pur et besoin vital de comprendre pourquoi tout s'était effondré. Les premiers jours après la révélation furent étranges, presque irréels. David errait dans sa maison vide comme un fantôme. Les murs, autrefois témoins de leur complicité, semblèrent se moquer de lui. Chaque objet lui rappelait un souvenir. Un cadre photo, une tasse posée sur la table, une chanson qu'ils avaient écoutée ensemble. Tout devenait insupportable. Il ne mangeait plus, il dormait peu. Il restait des heures assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide, comme si son esprit refusait de réintégrer le monde réel. Les rares appels qu'il recevait, de ses enfants, d'amis proches, de collègues, restaient souvent sans réponse. Il n'avait pas la force d'expliquer. Il ne voulait pas exposer son humiliation à ceux qui l'admiraient. Ce silence, au départ salvateur, devint vite un piège. Car dans le silence, les pensées les plus sombres trouvent un terrain fertile. Plus il y pensait, plus tout lui semblait suspect. Les souvenirs heureux se teintèrent de soupçons. Un regard, une absence, un message, un sourire qu'il n'avait pas compris, tout prenait un autre sens. Il se rendait compte qu'il avait peut-être vécu dans une illusion, dans un amour qu'il idéalisait plus qu'il ne vivait. Il se mit à relire d'anciens messages, à examiner des détails, à reconstituer des conversations. Cette quête obsessionnelle de la vérité le rongeait. Il cherchait des réponses, mais chaque réponse ne faisait qu'ajouter de la douleur. Car comprendre la trahison, c'est souvent la revivre à chaque instant. Et la question revenait sans cesse, pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Pour un artiste comme lui, la scène avait toujours été une échappatoire. C'était là qu'il se sentait vivant, utile, sincère. Mais cette fois, même la musique lui semblait étrangère. Lorsqu'il monta pour la première fois sur scène après la rupture, il sentit un froid inhabituel. Les projecteurs ne réchauffaient plus rien. Les applaudissements, d'ordinaire réconfortants, résonnaient comme des bruits lointains. Il chanta pourtant, par professionnalisme, par respect pour son public, mais chaque note sonnait creuse. Ses chansons d'amour, jadis des déclarations, devenaient des mensonges à ses propres oreilles. Comment chanter l'amour quand on n'y croit plus ? Après le concert, il s'enferma dans sa loge, seul. Il resta là longtemps, sans bouger, les yeux fixés sur son reflet dans le miroir. Ce reflet lui renvoyait l'image d'un homme fatigué, meurtri, vieilli de 10 ans en quelques semaines.
Peu à peu, les amis commencèrent à s'inquiéter. Certains, comme ses sœurs, Laura ou Jade, essayèrent de le ramener à la vie. Mais David, discret par nature, n'était pas de ceux qui s'épanchent facilement. Il gardait tout pour lui, jusqu'au jour où un ami proche, producteur de musique, l'invita à dîner sans savoir l'étendue de sa douleur. Ce soir-là, après quelques verres, les mots sortirent enfin. « Tu sais, je pensais que j'étais solide, que j'avais tout vu, mais la trahison, ça ne prévient pas, ça entre dans ta vie comme un voleur. » Son ami resta silencieux, conscient que rien ne pouvait apaiser ce genre de souffrance. David continua. Elle disait qu'elle m'aimait encore, mais comment peut-on aimer et mentir à ce point? J'ai l'impression qu'elle a détruit quelque chose que je ne retrouverai jamais. Ces mots, lourds et lucides, marquèrent un tournant, car pour la première fois, il reconnaissait la profondeur de sa blessure et le besoin de la comprendre pour pouvoir avancer. Les semaines suivantes furent marquées par des flashs de mémoire. Le cerveau humain, cruel et ironique, ravive souvent les plus beaux moments quand tout s'écroule. David revoyait leurs vacances à Saint-Barthélemy, leur dîner complice à Paris, leur rire dans la cuisine après une journée stressante. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Mais dans ce chaos intérieur, une idée commença à germer, transformer la douleur en création. Il ressortit sa guitare, non plus pour chanter l'amour, mais pour exprimer la perte, la colère, la nostalgie. Les premières mélodies étaient sombres, douloureuses, presque rauques. Peu à peu, elles devinrent un exutoire, une forme de thérapie silencieuse. Malheureusement, les secrets des célébrités finissent rarement par rester secrets. Un paparazzi, ayant surpris la femme de David en compagnie de son amant, fit fuiter des photos dans un magazine à sensation. En quelques jours, l'affaire fit la une. Les titres étaient au cruel, les commentaires sur les réseaux sociaux encore plus. La femme de David Hallyday aperçue avec un autre homme, le fils du taulier trahi à son tour, le drame caché de la famille Hallyday. Ces articles ravivèrent la blessure. David, qui tentait de se reconstruire, fut replongé dans le scandale médiatique qu'il détestait tant. Les journalistes cherchaient à tout prix une réaction, une déclaration, un cri de colère. Mais il garda le silence, car répondre, c'était donner de la force à la rumeur, et il avait déjà perdu assez. Certains amis lui dirent « Ne la laisse pas s'en sortir comme ça ». Mais David n'était pas un homme de vengeance. Il ne voulait pas salir ce qu'il avait été. Il savait qu'un geste impulsif pouvait le hanter plus tard. Pourtant, l'idée d'un face-à-face avec l'amant de sa femme le hanta des nuits entières. Qui était-il? Que lui offrait-il de plus? Était-ce la passion, la nouveauté, l'aventure, ou simplement le goût de l'interdit? Il aurait pu le haïr. Mais, étrangement, au fond de lui, il savait que le vrai combat n'était pas contre cet homme. Le vrai combat, c'était contre la douleur, contre cette image qu'il avait de lui-même, celle d'un mari trahi, d'un homme remplacé. Un matin, plusieurs semaines après la rupture, il se réveilla différent. La douleur était toujours là, mais moins violente, comme une cicatrice qui commence à se refermer. Il alla marcher seul le long de la Seine. L'air frais lui fit du bien. Il observa les passants, les couples qui riaient, les enfants qui jouaient. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit plus de rage en voyant l'amour. Juste une forme de nostalgie douce. Il comprit alors que la guérison ne viendrait pas d'un oubli brutal, mais d'une acceptation lente. Il devait admettre que cette femme, qu'il avait tant aimée, appartenait désormais à son passé. Et il décida d'écrire une chanson. Une chanson sur la trahison, oui, mais aussi sur la résilience. Un morceau qu'il intitula « La vérité nue », une ballade dépouillée, sincère, déchirante, qui devint plus tard l'une des œuvres les plus émouvantes de sa carrière. Car c'est souvent au fond de la douleur que naît la lumière. David apprit à se redécouvrir, à exister sans dépendre du regard de l'autre. Il se rapprocha de sa famille, de ses enfants, de la musique, de tout ce qui avait toujours constitué son ancrage. Petit à petit, il recommença à sourire. Non pas le sourire d'apparence qu'il offrait aux caméras, mais un vrai sourire, discret, sincère, venu du fond du cœur. David Hallyday, blessé, humilié, n'a pas sombré dans la haine. Il a choisi la voie la plus difficile, affronter la douleur, l'apprivoiser et en faire une force créatrice. Mais la blessure d'un cœur trahi laisse toujours une trace. Et cette trace, il la portera encore longtemps, jusqu'au moment où il croisera, peut-être, un autre regard capable de lui redonner foi en l'amour. Le temps a cette vertu étrange. Il ne guérit pas tout, mais il adoucit ce qu'on croyait incurable. Des mois s'étaient écoulés depuis la trahison, et si la plaie de David Hallyday ne s'était jamais totalement refermée, elle cessait enfin de saigner. Le tumulte s'était transformé en silence, un silence non plus de désespoir, mais de réflexion. C'est dans cette accalmie fragile que David commença à reconstruire ce qu'il avait perdu. La confiance, la sérénité, et peut-être un jour, l'amour. C'est souvent dans la création que les artistes trouvent de leur salut. Pour David, la musique était bien plus qu'un métier. C'était une respiration, une façon de donner un sens à ce qui semblait absurde. Après des mois d'absence médiatique, il décida de revenir en studio. Pas pour plaire, pas pour vendre, mais pour se retrouver. Son nouveau projet prit forme dans la solitude, au cœur d'un studio niché dans le sud de la France. Il y passa des semaines, parfois enfermé jour et nuit,
entouré de guitares, de claviers et de cahiers griffonnés. Ce n'était plus l'artiste lisse qu'on voyait à la télévision, c'était un homme en quête de vérité. Les chansons qui naquirent de cette période étaient brutes, honnêtes, d'une profondeur inédite. Certaines parlaient directement de la trahison, non pour la dénoncer, mais pour la comprendre. D'autres, plus douces, évoquaient la lumière après la tempête, les secondes chances, la beauté fragile des nouveaux départs. L'album, intitulé Renaissant, sortit un an plus tard. Contre toute attente, il toucha profondément le public. Les critiques parlèrent d'un disque de maturité, d'un autoportrait bouleversant. Mais ce succès, David ne le vivait plus comme une revanche, il le voyait comme une délivrance. Malgré ce retour artistique triomphant, David sentait qu'il devait se protéger du tumulte de la célébrité. Trop de blessures, trop de rumeurs, trop de visages faux. Il décida de s'éloigner, de quitter Paris et ses illusions. Il acheta une petite maison isolée près de Biarritz, face à l'océan. Là, il retrouva le goût des choses simples. Marcher au lever du soleil, cuisiner seul, passer du temps avec ses enfants, lire sans être interrompu. Il apprit à savourer le silence, à écouter le bruit des vagues comme une thérapie naturelle. C'est là, loin des flashs et des micros, qu'il redécouvrit le sens de la paix intérieure. Loin du vacarme des projecteurs, David redevint David. Pas le fils du taulier, pas la star, mais un homme ordinaire qui a souffert, qui a douté et qui veut juste vivre avec sincérité. Le pardon ne vient jamais d'un coup. Il se construit lentement, souvent à contre-cœur. Pendant longtemps, David avait nourri en lui une rancune muette. Non pas une haine, mais une douleur tenace, une cicatrice qu'il refusait de toucher. Puis, un jour, presque par hasard, il reçut une lettre. Elle venait d'elle, de son ex-femme. Une lettre longue, sincère, dépourvue de justification, mais emplie de regrets. Elle ne cherchait pas à se faire pardonner. Elle voulait simplement dire qu'elle avait compris la gravité de ce qu'elle avait brisé. David lut la lettre plusieurs fois. Et pour la première fois, il ne ressentit ni colère, ni tristesse. Juste une étrange forme de compassion. Il comprit alors que pardonner, ce n'était pas excuser l'autre, c'était se libérer soi-même. Le pardon fut un acte intime, invisible, mais décisif. Il ne lui rendit pas l'amour perdu, mais il lui rendit sa paix. La vie a parfois le don de surprendre quand on ne l'attend plus. Un soir d'automne, lors d'un événement musical à Bruxelles, David fit la connaissance d'une femme. Elle n'était ni star, ni journaliste, ni attachée à ce monde brillant qui l'avait tant blessé. Elle travaillait dans la production, discrète, élégante, sincère. Ils parlèrent longtemps, d'art, de solitude, de ce qu'on perd et de ce qu'on apprend. Elle ne connaissait pas toute son histoire, et cela le soulagea. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas à se justifier, pas à se défendre. Il pouvait simplement être. Les jours suivants, ils échangèrent de quelques messages, puis se revirent. Une amitié naquit, puis lentement, presque timidement, quelque chose de plus. Ce n'était pas la passion dévorante qu'il avait connue autrefois, mais une tendresse sereine, une complicité calme, sans masque ni promesse illusoire. David découvrit qu'il pouvait encore aimer autrement. Aimer sans peur, sans se perdre. À mesure que les mois passaient, il apprit à voir ses cicatrices non comme des marques de faiblesse, mais comme des preuves de vie. Chaque douleur, chaque erreur, chaque désillusion l'avait façonné. L'homme qu'il était devenu n'aurait pas existé sans la chute. Dans plusieurs interviews, il finit par évoquer son passé avec une sagesse désarmante. La trahison, disait-il, m'a détruit pendant un temps, mais elle m'a aussi appris ce que j'étais capable d'endurer. Et surtout, elle m'a appris à me connaître. Ces paroles touchèrent un public immense. Beaucoup se reconnurent dans son parcours, dans sa fragilité, dans sa résilience. Il devint malgré lui une figure d'espoir pour ceux qui, comme lui, avaient aimé, perdu et cherchaient à se reconstruire. Les années suivantes furent plus calmes. David poursuivit sa carrière, mais avec une nouvelle philosophie. Il ne cherchait plus la perfection, ni la gloire, ni l'approbation. Il cherchait simplement l'équilibre. Il apprit à aimer les petits bonheurs, un dîner entre amis, un coucher de soleil, une soirée en studio. Ses enfants, devenus grands, lui rendirent toute la tendresse qu'il leur avait donnée. Ils étaient sa plus grande fierté, sa plus belle réussite. Il leur disait souvent « Ne laissez jamais une trahison vous définir. C'est vous qui décidez ce que vous faites de la douleur. » Et en disant cela, il savait qu'il parlait d'expérience. Un soir, seul sur sa terrasse face à l'océan, il regarda les étoiles. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, l'amour, la chute, la honte, la renaissance. Il se dit qu'au fond, la vie ne lui devait rien. Qu'il avait eu sa part de bonheur et de malheur et qu'il en était sorti plus fort. La douleur était devenue un souvenir qu'il pouvait désormais évoquer sans trembler. La musique, elle, continuait de l'accompagner, fidèle compagne de ses jours sombres comme de ses jours lumineux. Et au fond de lui, il remercia la vie, non pas pour ce qu'elle lui avait pris, mais pour ce qu'elle lui avait appris. Aujourd'hui, David Hallyday n'est plus seulement l'artiste que le public admire, ni le fils d'une légende, ni le mari trahi. Il est un homme apaisé, lucide, conscient de la fragilité de tout ce qui brille. Son histoire, marquée par la douleur, s'est transformée en leçon universelle.
que, même après la trahison la plus amère, il reste possible de se relever, de croire encore, d'aimer différemment. Et c'est peut-être là, dans cette humilité retrouvée, que réside la plus belle victoire de sa vie.